Dans une rue de New York mouillée par la pluie, une femme enceinte de 7 mois se tenait debout, frissonnante, vêtue d'une robe à 1 000 dollars. Son monde venait d'être détruit par l'homme qu'elle aimait. Isabella Davenport venait d'être jetée hors d'une Rolls-Royce par son mari millionnaire, Julian. Ses derniers mots résonnaient comme le crissement des pneus. Tu es une honte. Trouve toi-même le chemin pour rentrer. Alors que les feux arrière disparaissaient dans la nuit orageuse, Isabella se retrouva seule, vulnérable et terrifiée. Mais Julian avait commis une erreur fatale. Il voyait en elle une épouse rejetée, un problème qu'il pouvait abandonner sur le trottoir. Ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que l'homme silencieux coiffé d'une casquette de chauffeur, l'homme qui venait d'être témoin de son acte monstrueux, détenait un secret inimaginable. Il n'était pas seulement un chauffeur, il était son parrain milliardaire, et il était sur le point de déclencher sa propre tempête. L'air à l'arrière de la Rolls-Royce Phantom 2025 était aussi froid que le cœur de Julian Davenport. Elle était censée être un sanctuaire de cuir sur mesure et de ronces de noyer poli. Un cocon silencieux les transportant à travers les canyons scintillants de Manhattan. Mais pour Isabella, enceinte de 7 mois et souffrant d'une grossesse difficile, cela ressemblait à une cellule de prison sur roue. À l'extérieur, les lumières de la ville se fondaient, entraînées dorées et néons à travers les vitres éclaboussées de pluie. À l'intérieur, le silence était lourd, étouffant. Julian ne lui avait pas adressé la parole depuis qu'ils avaient quitté le gala des mécènes du Metropolitan Arts, l'un des événements les plus prestigieux du calendrier social de la ville. Il fixait droit devant lui, la mâchoire crispée sous sa barbe parfaitement taillée. Sa colère était palpable, rayonnant de son smoking Tom Ford sur mesure. Isabella posa une main protectrice sur son ventre rond, où leur fils donnait des coups de pied agités, comme s'il sentait la détresse de sa mère. Julian, s'il te plaît, murmura-t-elle, sa voix à peine audible malgré le doux ronronnement du moteur. Il était déplacé. Monsieur Sterling est juste intervenu pour aider. Julian tourna enfin la tête, ses yeux bleus aussi perçants et froids que des éclats de glace. Monsieur Sterling, tu veux dire Arthur Sterling, le fossile qui contrôle la moitié du transport maritime dans l'hémisphère occidental? Ce monsieur Sterling-là? Sa voix était un sifflement grave et venimeux. Et qu'as-tu fait, Isabella? Toi, ma femme enceinte, tu as fait une scène. Tu as laissé ce vieux promoteur immobilier lubrique, Marcus Thorne, te coincer, puis tu as laissé Sterling, un homme avec qui j'essaie d'obtenir un rendez-vous depuis 6 mois, me traiter comme un écolier incapable de contrôler sa femme. Des larmes perlaient aux yeux d'Isabella. Il a posé sa main sur mon ventre, Julian. Il était ivre et a dit quelque chose de vulgaire à propos du bébé. Arthur, Monsieur Sterling, était un gentleman. Il lui a simplement demandé de s'éloigner. Un gentleman. Julian échouait un sourire cruel, tordant les lèvres. Il m'a fait passer pour un faible. Devant tout le monde, la presse, mes concurrents, mes investisseurs, ils ne voient pas un gentleman défendre une femme enceinte. Ils voient la femme de Julian Davenport se faire accoster et un autre homme plus puissant intervenir. C'est une question d'image, Isabella. Quelque chose que tu n'as jamais compris. Isabella se recula contre le cuir moelleux. C'était le Julian qu'elle avait appris à connaître et à craindre au cours des 2 dernières années. En public, Julian était charmant, philanthrope, un magnat de l'immobilier autodidacte figurant dans le classement Forbes des 30 personnalités de moins de 30 ans il y a quelques années. Il l'avait séduite avec ses grands gestes et ses promesses d'une vie de conte de fées. Elle était diplômée en histoire de l'art et travaillait comme conservatrice junior, et il était le prince qui avait vu son potentiel. Mais en privé, Julian était un homme complètement différent. Il était extrêmement peu sûr de lui, obsédé par son statut et l'image qu'il renvoyait. Sa famille, avec son modeste parcours universitaire, était pour lui une source de honte silencieuse. Ses goûts simples l'irritaient. Sa grossesse, qui aurait dû être une joie, était devenue pour lui une variable supplémentaire à gérer. Il dictait son régime alimentaire, ses apparitions en société, et même le créateur de ses robes de maternité, tout cela pour projeter l'image parfaite d'un couple puissant et prospère. Je ne voulais pas faire de scène, supplia-t-elle doucement. J'avais juste peur. Peur? Il eut un petit rire méprisant. Tu es marié avec moi. Tu n'as rien à craindre, sauf de me faire honte. C'est ton seul travail pour l'instant, Bella. Être belle. Te taire et ne pas me faire honte. Et tu as échoué de manière spectaculaire.
Elle tressaillit en entendant le surnom Bella, qui autrefois sonnait comme un terme affectueux et qui maintenant lui semblait être une laisse. À travers la cloison, elle pouvait juste voir l'arrière de la tête du chauffeur. Monsieur Peterson. C'était un nouveau chauffeur embauché quelques mois auparavant par une société de sécurité privée haut de gamme. Un homme âgé, toujours impeccablement vêtu, avec une dignité tranquille et des yeux bienveillants qu'elle avait remarqués dans le rétroviseur. Il était si discret qu'il en était pratiquement invisible. Mais ce soir-là, Isabella ressentit une vague de honte, sachant qu'il pouvait entendre chaque mot venimeux que Julien lui lançait. « Je suis désolé, murmura-t-elle, ces mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. Désolé, ça ne change rien au fait que je vais devoir répondre à des appels à ce sujet pendant une semaine. » Julien s'énerva et sortit son téléphone. Il commença à faire défiler l'écran avec son pouce, avec une précision rageuse. Je dépense des millions pour me forger une image de pouvoir et de contrôle, et tu la détruis en 5 minutes parce que tu ne sais pas gérer un vieil homme ivre. Isabella se tourna vers la fenêtre, une larme solitaire coulant sur sa joue. La pluie tombait maintenant plus fort, fouettant la vitre. Ils traversaient le pont de Queensborough, les lumières de la ville, une galaxie lointaine et indifférente. Elle se sentait aussi isolée que si elle flottait dans l'espace. L'homme à côté d'elle était un étranger. La cage dorée qu'il avait construite pour elle révélait maintenant ses barreaux acérés et cruels. Et dans son ventre, son fils donna un nouveau coup de pied, lui rappelant avec insistance pour qui elle devait rester forte. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore tenir. Le trajet de retour vers leur penthouse stérile de plusieurs millions de dollars dans l'Upper East Side fut atroce. Julian continuait à marmonner entre ses dents, parcourant les réseaux sociaux, lisant à haute voix les tweets et les mentions de l'incident avec une sorte de fureur masochiste. La femme enceinte de Julian Davenport impliquée dans une altercation au Met Gala. Une altercation? On dirait une bagarre de bar. Il bouillait de rage, jetant avec frustration son poignet orné d'une montre Richard Mille à 20 000 $. C'est un désastre. Ça va se calmer, dit Isabella, essayant de le rassurer, même si elle était tout sauf calme. Une profonde et froide angoisse commençait à envahir son estomac. Se calmer. Il rangea finalement son téléphone dans sa poche et tourna toute sa colère vers elle. Tu ne comprends pas. La perception est la réalité. Le tweet oublié d'aujourd'hui est l'accord commercial raté de demain. Tout mon empire repose sur la perception d'un succès inébranlable, d'avoir le meilleur de tout, l'entreprise parfaite, la maison parfaite, la femme parfaite. Il lui fit signe de la main, rejetant tout son être. Et tu es en train de prouver que tu es imparfaite. Le mot resta suspendu dans l'air, tranchant et douloureux. Imparfaite. Elle, la femme qui portait son enfant. La femme qui avait abandonné sa carrière, ses amis, toute sa vie pour s'adapter à la sienne. Je suis une personne, Julien, pas un accessoire pour ton portefeuille, dit-elle, une étincelle de défi jaillissant à travers sa peur. Ses yeux se plissèrent dangereusement. Tu es ce que j'ai fait de toi. Quand je t'ai rencontré, tu cataloguais des tableaux poussiéreux dans le sous-sol d'un musée. Je t'ai mise en Chanel. Je t'ai mise dans cette voiture. J'ai mis ce bébé en toi. N'oublie jamais que tu existes dans ce monde parce que je te le permets. La cruauté de cette déclaration lui coupa le souffle. C'était la chose la plus honnête qu'il lui ait jamais dite. À cet instant, la façade de leur mariage ne se fissura pas seulement. Elle s'est désintégrée en poussière. Elle l'a vu tel qu'il était. Un tyran mesquin, un garçon terrifié jouant au roi dans un château de verre. La voiture a ralenti, tournant dans une rue résidentielle sombre, à quelques pâtés de maisons de leur immeuble. La pluie était désormais implacable, une averse torrentielle qui transformait le monde extérieur en un cauchemar liquide. « Je veux rentrer à la maison », a dit Isabella, la voix tremblante. « Non », répondit Julien d'une voix neutre et dénuée de toute émotion. « Tu as été un boulette ce soir. Je ne peux pas te laisser rentrer chez moi et le souiller de ton échec. » Isabella le regarda sans comprendre. « De quoi parles-tu » Il se pencha en avant et tapota la vitre qui les séparait. « Peterson, arrêtez-vous. » Le chauffeur, M. Peterson, guida doucement la Rolls-Royce vers le trottoir, le moteur ronronnant presque silencieusement. « Julian, qu'est-ce que tu fais » demanda Isabella, enfin prise de panique. « Ce n'est pas notre immeuble. »
Il se tourna vers elle, le visage empreint d'un mépris total. J'ai dit que tu avais échoué. Et dans mon monde, l'échec a des conséquences. Tu voulais être indépendante. Tu voulais tenir tête à Marcus Thorne toute seule. Très bien, sois indépendante. Il se pencha vers elle et appuya sur le bouton pour déverrouiller les portes. Un courant d'air froid et humide s'engouffra dans la voiture. Sortez. Pendant un instant, Isabella ne comprit pas ces mots. Ce devait être une blague. Un test cruel et tordu. Julian, arrêtez. Je suis enceinte de 7 mois. Il pleut à verse. Sortez de ma voiture. Il articula chaque mot avec une précision effrayante. Vous êtes une honte. Trouvez votre propre moyen de rentrer chez vous. Se racle la gorge. Vous pouvez peut-être appeler votre nouvel ami Arthur Sterling pour qu'il vienne vous chercher. Il détacha sa ceinture de sécurité, se pencha et poussa physiquement la portière pour l'ouvrir. La pluie commença immédiatement à tremper l'ourlet de sa robe en soie. Les bruits de la ville, une sirène lointaine. Le sifflement des pneus sur l'asphalte mouillé s'engouffra dans l'habitacle. « Julien, non! Je t'en prie! » cria-t-elle en lui saisissant le bras. Il retira son bras comme si son contact l'avait brûlé. « Ne me touche pas! » Son visage était déformé par une rage qui la terrifiait. Il la poussa sans violence, mais avec suffisamment de force pour lui faire perdre l'équilibre dans cet espace réduit. « Dehors! » En sanglotant, Isabella se précipita hors de la voiture, ses talons délicats s'enfonçant légèrement dans l'asphalte mou de la rue. La pluie froide fut un choc immédiat, collant ses cheveux à son visage et imprégnant le tissu fin de sa robe en quelques secondes. Elle resta là, tremblante, une main sur le ventre, tandis que Julian se penchait par-dessus le siège et fermait la portière d'un coup sec. Elle regarda avec incrédulité la voiture qui ne bougeait pas. Elle pouvait voir la silhouette de Julian à travers la vitre teintée, gesticulant avec colère. Puis la portière côté conducteur s'ouvrit. M. Peterson, le chauffeur calme et digne, sortit sous le déluge. Il ne prit même pas de parapluie. Il contourna l'avant de l'imposante voiture, le visage sombre, et ouvrit la porte arrière du côté de Julian. Isabella pouvait entendre les cris étouffés de Julian. « Qu'est-ce que vous faites? C'est moi qui donne les ordres. Remontez dans la voiture et conduisez. » M. Peterson dit quelque chose. Isabella ne pouvait pas entendre sa voix, basse mais ferme. Puis, à sa grande stupéfaction, Julian, le puissant et intouchable Julian Davenport, sortit de la voiture. Il bredouilla en pointant du doigt le chauffeur, mais M. Peterson resta simplement là, immobile comme un roc dans la tempête. Après un autre bref échange houleux, Julian leva les mains avec dégoût, tourna le dos à sa propre voiture et s'éloigna dans la rue, disparaissant dans l'obscurité pluvieuse comme un fantôme. Isabella resta là, tremblante et confuse, tandis que le chauffeur, M. Peterson, s'approchait calmement d'elle. Il ôta sa veste de costume et, sans un mot, la posa sur ses épaules frissonnantes. La chaleur de la laine était un petit réconfort dans le froid mordant. « Venez, ma chère, » dit-il d'une voix étonnamment douce, mais empreinte d'une autorité qui éclipsait la rage bruyante de Julien. « Sortons-vous de la pluie. » Il la guida doucement, non pas vers le siège arrière, mais vers la portière avant qu'il lui ouvrit. Alors qu'elle se glissait sur le cuir chaud, son esprit était en ébullition. Pourquoi le chauffeur avait-il expulsé son mari de sa propre voiture? Qui était cet homme? Il remonta à sa place, le moteur ronronnant toujours. Il augmenta le chauffage et de l'air chaud commença à sortir des bouches d'aération, chassant une partie du froid. Il la regarda, ses yeux bienveillants remplis d'une profonde et triste colère, qui semblait dirigée non pas contre elle, mais contre le monde pour ce qui venait de se passer. « Où allons-nous? » demanda-t-elle d'une voix brisée. Il posa une main réconfortante sur le tableau de bord. « Nous allons dans un endroit sûr, un endroit où il ne pourra plus jamais te toucher. » Il fit une pause, croisant son regard, et dans ce regard, des années d'histoire tacite semblèrent passer entre eux. « Tout va bien, Isabella. Tu es avec moi maintenant. Tu es avec Arthur. » Le nom resta suspendu dans l'air entre le tic-tac doux de l'horloge du tableau de bord et le bruissement rythmique des essuie-glaces. Arthur, le nom du puissant milliardaire présent au gala. Le nom que Julian avait craché comme une malédiction. Cela ne pouvait pas être lui. Isabella fixa l'homme à côté d'elle. « Monsieur Peterson. » « Non. » Arthur était plus âgé, peut-être la soixantaine bien avancée. Il avait une chevelure argentée, soigneusement peignée,
et un visage qui semblait marqué par une sagesse tranquille et une formidable détermination. Son uniforme de chauffeur, désormais humide à cause de la pluie, semblait étrangement déplacé sur lui. Se racle la gorge. Elle l'avait vu des dizaines de fois échanger des plaisanteries, lui offrir du café. Il avait été une présence silencieuse dans sa vie, aussi discret que le chrome poli des poignées de porte. Arthur Sterling, elle murmura la question, incrédule. Il lui adressa un sourire triste et doux. J'ai bien peur que oui. Je m'excuse de t'avoir trompé, Isabella. Je n'avais pas l'intention que tu l'apprennes de cette manière. La Rolls-Royce avançait silencieusement dans les rues désertes, non pas vers son appartement terrasse, mais vers le centre-ville, en direction des vieux quartiers établis de Grammar Park. La confusion dans l'esprit d'Isabella était un tourbillon de peur, de soulagement et de 1000 questions sans réponse. « Mais vous êtes chauffeur, balbutia-t-elle en serrant sa veste contre elle. Vous travaillez pour une société de sécurité. Il s'éclaircit la gorge. Je suis propriétaire de cette société de sécurité. Il la corrigea gentiment. Entre autres choses, lorsque vous avez épousé Davenport, j'avais des inquiétudes. Il a une certaine réputation dans le monde financier. Pas une bonne réputation. Je voulais garder un œil sur toi pour m'assurer que tu étais en sécurité sans m'immiscer dans ta vie. Je voulais donner à ton mariage, se racle la gorge, une chance d'être réel. Il soupira, un son lourd de regret. J'ai fait en sorte d'être engagé comme ton chauffeur personnel. C'était le moyen le plus simple d'être à tes côtés si jamais tu avais besoin de moi. Isabella se remémora soudain tous ces petits gestes de gentillesse, cette bouteille d'eau qui apparaissait dans la pochette du siège arrière par une journée chaude. La façon dont il semblait toujours être là, attendant quelques instants avant même qu'elle n'appelle la voiture. La fois où elle s'était sentie mal pendant ses courses et où il l'avait calmement escortée jusqu'à une chaise, était revenu avec du jus d'orange et lui avait parlé d'une voix apaisante jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Elle avait pensé qu'il était simplement un employé exceptionnellement compétent. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, les larmes lui montant à nouveau aux yeux, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de confusion, pas de désespoir. « Pourquoi ferais-tu tout cela pour moi ?» Arthur arrêta la voiture devant un imposant immeuble en grès brun recouvert de lierre, situé sur une place tranquille bordée d'arbres. Il coupa le moteur, et le silence qui s'ensuivit fut profond. Il se tourna vers elle, le regard empreint d'une tendresse infinie. « Ton père, Marco Rossi » commença-t-il d'une voix chargée d'émotion. « Il n'était pas seulement mon premier partenaire commercial, Isabella. Il était mon meilleur ami. Plus qu'un ami. Il était le frère que je n'ai jamais eu. » Le cœur d'Isabella s'arrêta de battre. Son père. Il était mort dans un tragique accident de voiture lorsqu'elle avait 12 ans. C'était un historien et expert en art brillant et passionné qui, selon sa mère, avait fait un investissement très judicieux au début de sa vie qui avait permis à leur famille de vivre confortablement, mais sans être riche. Mon père, il vous connaissait. Il me connaissait? Arthur eut un petit rire. Nous avons créé notre première entreprise ensemble dans un garage du Queens. C'était une société de logistique qui transportait des œuvres d'art pour des musées et des collectionneurs privés. Marco avait l'expertise et les contacts dans le monde de l'art. J'avais le sens des affaires et un peu d'argent familial pour nous aider à démarrer. Cette petite entreprise est devenue Sterling Rossi Global Logistics. Aujourd'hui, elle s'appelle simplement Sterling Global. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, formant une image si vaste et incroyable qu'Isabella en avait le vertige. Sterling Global était un géant, une société multimilliardaire avec des intérêts dans le transport maritime, la sécurité aérienne et la technologie. Et son père universitaire discret, en avait été le cofondateur. Quand ton père est décédé, a poursuivi Arthur, les yeux brillants. Ce fut le pire jour de ma vie. J'étais à ses côtés à l'hôpital. Ses derniers mots à mon intention. Il m'a fait promettre. Il m'a fait promettre que je veillerai toujours sur toi et ta mère, que je serai ton parrain, ton ange gardien, et que je veillerai à ce que tu ne manques de rien et que tu sois toujours protégé. Il détourna le regard vers le pare-brise strié de pluie. Ta mère, que Dieu ait son âme, était une femme fière. Après la mort de Marco, elle ne voulait pas de charité. Elle a accepté le fonds fiduciaire que j'ai créé à partir de l'apport de ton père dans l'entreprise, mais elle voulait que tu mènes une vie normale, loin du monde de l'extrême richesse. J'ai respecté cela. Je t'ai observé de loin à travers les rapports de mon personnel,
à travers les contributions à tes écoles. Je me suis assuré que le chemin était toujours dégagé pour toi, mais je ne me suis jamais immiscé. Je voulais que tu sois toi-même, la fille de Marco, brillante et gentille. Jusqu'à ce que j'épouse Julian, Isabella a fini par comprendre ce qui se passait. Jusqu'à ce que tu épouses Julian, a-t-il confirmé d'une voix dure. Un homme qui profite de la gentillesse des gens, qui bâtit sa fortune sur des dettes et des promesses vides. J'ai fait une vérification complète de ses antécédents. Je savais qu'il était dangereux, mais j'avais espéré que ton amour le changerait. J'avais espéré me tromper. Ce soir, dit-il en serrant le volant dans sa main, il m'a prouvé que j'avais tort. Il t'a jeté à la rue, toi, sa femme enceinte, la mère de son enfant. C'est un péché impardonnable. Il prit une profonde inspiration pour se calmer. C'est l'une de mes propriétés. Elle est entièrement sécurisée. Mon personnel t'attend à l'intérieur. Un médecin est de garde. Tu es en sécurité ici, Isabella. Il sortit de la voiture et fit le tour pour lui ouvrir la porte, tenant cette fois un grand parapluie noir pour la protéger lorsqu'elle descendit sur le trottoir. Elle leva les yeux vers la magnifique maison ancienne, dont les fenêtres brillaient d'une lumière chaleureuse et accueillante. Elle ressemblait à un sanctuaire. Pour la première fois en 2 ans, elle ne se sentait pas comme un accessoire ou un bien. Elle ne se sentait pas comme une possession. Alors qu'Arthur Sterling, son gardien silencieux, le meilleur ami de son père, son parrain milliardaire, la guidait doucement vers les marches pour la mettre à l'abri de la tempête et au chaud, Isabella Rossi ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps, se racle la gorge. Elle se sentait en sécurité. L'intérieur de la maison en grès brun était l'antithèse du penthouse moderne et froid qu'elle partageait avec Julien. Il était rempli de fauteuils en cuir richement boisé, d'étagères débordant de livres et de murs ornés d'œuvres d'art à couper le souffle. Pas l'art contemporain tendance et coté en bourse que Julien affectionnait, mais des chefs-d'œuvre. Une petite sculpture intime représentant une danseuse. Un paysage vibrant de Monet. Un croquis au fusain de Sergent si vivant qu'il semblait respirer. C'était une maison, pas une salle d'exposition. Elle ressemblait à son père, une femme aimable et maternelle, vêtue d'une simple robe noire qu'Arthur lui présenta comme étant Madame Gable. La gouvernante les accueillit immédiatement à la porte. Elle prit la veste mouillée d'Isabella et l'enveloppa dans une couverture en cachemire chaude, tout en la guidant avec sollicitude vers un canapé moelleux devant une cheminée crépitante. « J'ai pris la liberté d'appeler le Dr. Evans », dit Arthur d'un ton désormais professionnel. « C'est l'une des meilleures obstétriciennes de la ville. Elle sera là dans 20 minutes pour s'assurer que vous et le bébé allez bien après avoir pris froid. » Isabella ne put que hocher la tête, submergée par l'émotion. Une tasse de thé à la camomille bien chaud fut placée entre ses mains tremblantes. La chaleur imprégna ses os, contrastant fortement avec la peur glaciale qui l'avait envahi 1 heure plus tôt. Une fois que le Dr. Evans fut parti, après avoir confirmé que la mère et le bébé étaient en parfaite santé malgré la frayeur, Isabella et Arthur étaient assis face à face dans la bibliothèque silencieuse remplie de livres. La tempête faisait toujours rage dehors, mais ici, avec le feu qui crépitait et l'odeur du vieux papier et du vernis à bois dans l'air, on se serait cru dans un autre monde. « La part de mon père dans l'entreprise », commença Isabella, d'une voix hésitante. « Ma mère m'a dit qu'il nous avait laissé un fonds. C'était suffisant pour notre maison, pour mes études. C'était confortable. » Arthur se pencha en avant, l'air sérieux. « Isabella, ta mère était une femme merveilleuse, mais elle avait une vision de l'argent très différente de celle, il s'éclaircit la gorge, ton père, mais... Ah, de ton père ou de la mienne. Le fonds fiduciaire auquel elle t'a donné accès ne représentait que les intérêts et les dividendes d'une petite partie du portefeuille principal. Elle avait très peur que la richesse te corrompe, qu'elle te prive de ton ambition et de ta personnalité. Elle voulait que tu trouves ta propre voie. » Il se leva et se dirigea vers un magnifique bureau ancien. Il ouvrit d'un tiroir et en sortit un épais portefeuille relié de cuir qu'il posa sur la table basse devant elle. La participation initiale de ton père dans l'entreprise était de 40%. Je possède 60%. Nous avons été partenaires pendant des années à travers des divisions d'actions, des acquisitions et des réinvestissements qui ont fait passer cette participation de 40% à 60%. Après le décès de ta mère, le contrôle total du trust familial Marco Rossi m'a été transféré
conformément au testament de tes parents, afin que je le gère en ton nom jusqu'à ton 30e anniversaire ou à ma discrétion si les circonstances l'exigent. Il ouvrit le portefeuille. À l'intérieur se trouvaient des pages de états financiers, de certificats d'action et de résumés d'actifs. Les yeux d'Isabella parcoururent les chiffres, mais son cerveau ne parvenait pas à les comprendre. Il y avait trop de virgules, trop de zéros. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle en levant les yeux vers lui. « Je vais être clair », dit Arthur d'une voix calme et douce. Julian Davenport est millionnaire. Il aime utiliser ce mot. Selon la plupart des estimations, sa valeur nette, qui repose principalement sur des dettes garanties par ses propriétés, s'élève à environ 90 millions de dollars dans le meilleur des cas. Il tapota la dernière page du résumé dans le portefeuille. Isabella, c'est de fiducie. Votre fiducie est actuellement évaluée à un peu plus de 4,7 milliards de dollars. Isabella eut le souffle coupé. Elle se sentit étourdie. 1 milliard avec un B. C'était un chiffre si énorme, si astronomique, qu'il semblait irréel. Tout ce temps, elle avait vécu à la merci de Julian, marchant sur des œufs, terrifiée par ses sautes d'humeur et son pouvoir financier sur elle, alors qu'elle possédait depuis toujours une fortune qui reléguait la sienne à l'insignifiance. « Toute ma vie, dit-elle, l'esprit en ébullition. Toute ta vie, tu as été qui tu es grâce à ton caractère, pas à ton compte en banque. Et c'est exactement ce que tes parents auraient voulu, dit Arthur avec fermeté. Ils seraient incroyablement fiers de la femme que tu es devenue. Il s'éclaircit la gorge. Mais ils seraient horrifiés par ce que ce monstre te fait subir ce soir. Les circonstances l'exigent. La clause du testament est remplie. À partir de maintenant, tu as pleinement accès à tes biens et en as le contrôle. Il referma le portefeuille. Tu n'es pas une victime, Isabella. Se racle la gorge. Tu n'es pas une demoiselle en détresse. Tu es l'une des femmes les plus riches de ce pays. Et tu es ma filleule. Julian Davenport n'a pas simplement jeté sa femme enceinte hors d'une voiture. Il a jeté la fille de Marco Rossi hors d'une voiture. Et il l'a fait juste devant moi. Une fureur froide et intense est commencé à remplacer le choc dans le cœur d'Isabella. L'humiliation, la peur, les années de maltraitance émotionnelle subtile, tout cela s'est transformé en une seule et même colère brûlante. Julian ne l'avait pas seulement insulté, il avait insulté la mémoire de ses parents. Il avait profité de ce qu'il percevait comme sa faiblesse et son statut inférieur. « Que faisons-nous » demanda-t-elle, la voix désormais ferme. Elle était stable et dure comme l'acier. Les lèvres d'Arthur se courbèrent en un sourire fin et sinistre. Il ressemblait moins à un vieil homme aimable qu'à un magnat des affaires. C'était un requin qui avait senti l'odeur du sang dans l'âme. « Tout d'abord, nous allons nous reposer, dit-il. Demain, j'appellerai Elena Croft. C'est l'avocate spécialisée dans les divorces la plus redoutée de l'État de New York. Elle mange des hommes comme Julian au petit déjeuner. Ensuite, mon équipe de comptabilité judiciaire va commencer à fouiller dans les propriétés de Davenport. Un homme aussi arrogant et endetté a toujours des squelettes dans son placard financier. Nous allons les trouver. » Il se cala dans son fauteuil, les yeux brillants à la lueur du feu. « Il voulait gâcher ta soirée, Isabella. Nous allons gâcher toute sa vie. » Julian Davenport se réveilla le lendemain matin avec un mal de tête lancinant et un goût amer dans la bouche. Il se trouvait dans la chambre d'amis de sa dernière conquête, Tiffany Monroe, une mannequin Instagram insipide dont l'ambition première était de se marier pour faire fortune. Au début, ses souvenirs de la nuit précédente étaient flous, puis ils lui revinrent avec une clarté écœurante. L'intervention de Gala Sterling, la dispute avec Isabella, le fait de l'avoir jetée hors de la voiture. Un sentiment de malaise le traversa. Il s'éclaircit la gorge. Peut-être était-il allé trop loin. Une femme enceinte dans la rue sous la pluie. Il devait admettre que cela faisait mauvaise impression. Si cela venait à se savoir, mais son arrogance reprit le dessus. Elle aurait appelé un Uber. Elle serait rentrée chez elle en pleurant. Elle l'attendrait dans ce moment même, désespérée de s'excuser, prête à tout pour regagner ses faveurs. Elle n'avait nulle part où aller. Il vérifia son téléphone. Aucun appel manqué d'Isabella. Aucun SMS affolé. Étrange. Il lui envoya un message laconique. « J'espère que tu as eu le temps de réfléchir à ton comportement. Je serai à la maison ce soir. Nous discuterons des conditions de tes excuses. » Puis il passa la journée à enchaîner les réunions importantes.
L'incident s'estompa peu à peu de son esprit. Il était Julian Davenport. Il passa à autre chose. Les problèmes se réglaient d'eux-mêmes autour de lui. Il arriva à son appartement peu après 19 heures et entra dans le hall en marbre, s'attendant à trouver une Isabella contrite. Au lieu de cela, l'appartement était sombre et silencieux. Une enveloppe épaisse et inquiétante portant l'insigne d'un prestigieux cabinet d'avocats était posée au centre de la table à y manger en verre. Son sang se glaça. Il l'ouvrit. Le jargon juridique défilait devant ses yeux, mais les mots demande de dissolution du mariage, différences irréconciliables et usage et occupation exclusifs de la résidence conjugale ressortaient de manière frappante et terrifiante. Elle demandait le divorce et exigeait qu'il soit banni de sa propre maison. Il éclata de rire. Quelle audace, elle, une conservatrice sans le sou, essayait de le défier. Elle ne pouvait pas se permettre un vrai avocat pendant plus d'une heure. C'était du bluff, reniflement, un appel pathétique et désespéré pour attirer l'attention. Il froissa la lettre et la jeta à la poubelle. Le lendemain matin, son téléphone se mit à sonner. C'était son directeur financier. Julien, nous avons un problème. Le directeur financier, un homme nerveux nommé David, lui dit sans préambule, First National vient de faire valoir notre créance sur le projet Hudson Yards. Ils exigent le paiement intégral dans les 30 jours. Quoi? Ils ne peuvent pas faire ça. Nous avons un calendrier de paiement très strict, aboya Julien. Ils invoquent un changement important dans la clause de risque. C'est une clause standard. Personne ne l'utilise jamais. Julien, qui avez-vous énervé? L'appel venait du plus haut niveau, du président de la banque lui-même. Avant que Julian n'ait pu répondre, un autre appel est arrivé. C'était son courtier principal. Les ordres de Julian inondent le marché des actions Davenport Properties. Elles ont baissé de 15% avant l'ouverture de la bourse. Quelqu'un nous fait chuter en vendant à découvert. C'est une attaque professionnelle coordonnée. Je n'ai jamais rien vu de tel. Julian a senti une vague de nausée le submerger. Ce n'était pas une coïncidence. Il tituba jusqu'à la fenêtre de son bureau et regarda la ville en contrebas. Qui avait un tel pouvoir? Qui pouvait le détruire en quelques coups de fil? Puis le souvenir du gala le frappa comme un coup de massue. Arthur Sterling, l'homme dont il avait convoité l'invitation à dîner pendant des mois, l'homme qu'il avait regardé avec une déception si froide, l'homme qu'Isabella avait défendu. Il se précipita sur son téléphone, les mains tremblantes, et appela Isabella. Il tomba directement sur la messagerie vocale. Il réessaya. Messagerie vocale. Pendant ce temps, dans une suite baignée de soleil de l'hôtel Carrill, Isabella rencontrait Elalina Croft. Elalina était une femme d'une 50aine d'années, aux yeux vifs et intelligents, dont le comportement pragmatique rayonnait de compétence. Arthur était assis tranquillement sur une chaise à proximité, observant la scène. Les finances de M. Davenport sont, pour le moins, un château de cartes, dit Elalina en montrant une pile de dossiers que son équipe avait déjà compilés. Il se présente comme un titan, mais il est endetté jusqu'au cou. Chaque bâtiment, chaque actif est hypothéqué plusieurs fois. Ses actions sont soutenues par des analystes complaisants et des punks agressifs. C'est une bulle classique. Et les associés de M. Sterling, dit-elle en faisant un signe de tête à Arthur, fournissent actuellement l'épingle. Isabella ressentit un étrange sentiment de détachement. Cet empire qui l'avait autrefois intimidé semblait désormais fragile et pathétique. « Que voulez-vous, Isabella ?» demanda Eleanor d'un ton plus doux. « Dans un cas normal, je dirais que nous visons la moitié des biens matrimoniaux. Mais ce n'est pas un cas normal. Compte tenu de son comportement scandaleux et de votre nouvelle indépendance financière, nous pouvons dicter les conditions. » Isabella regarda Arthur, qui lui fit un signe d'encouragement. Elle repensa à la peur qu'elle avait ressentie sous la pluie. Elle repensa au regard froid et méprisant de Julien. Elle repensa à son fils qui grandissait en elle, un enfant qu'elle ne laisserait jamais être influencé par un tel homme. « Je ne veux pas de son argent, » dit Isabella d'une voix claire et forte. « J'ai le mien. Je veux qu'il n'ait aucun droit sur mon enfant, ni garde, ni droit de visite. Je veux qu'il soit complètement et totalement hors de nos vies, et je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait. » Elalina Croft sourit. C'était un spectacle terrifiant. Je pense que nous pouvons arranger cela. Nous lui proposerons un marché. Il s'en va, renonce à tous ses droits parentaux, et nous le laissons garder les miettes qu'il peut sauver de son entreprise en faillite.
S'il refuse, nous publierons les images de vidéosurveillance. Quelles images de vidéosurveillance? Demanda Isabella. Arthur prit la parole pour la première fois. La Rolls-Royce est équipée d'un système de sécurité complet, de caméras intérieures et extérieures, d'un système audio haute fidélité. J'ai un enregistrement très clair de toute la soirée. De sa première insulte au gala jusqu'au moment où il t'a poussé hors de la voiture et où je lui ai ordonné de descendre dans la rue. Il regarda Isabella, les yeux remplis d'une détermination sinistre. L'opinion publique peut être bien plus brutale que n'importe quel juge, ma chère. S'il nous combat, nous ne nous contenterons pas de le vaincre. Nous l'effacerons. La tempête ne se préparait plus. Elle était arrivée. Pour Julian Davenport, les 2 semaines qui ont suivi ont été une véritable leçon de démolition au ralenti. Tous les piliers qui soutenaient son empire fragile ont été méthodiquement et impitoyablement détruits. L'attaque de vente à découvert sur les actions de son entreprise était implacable. Ce qui avait commencé par une baisse de 15% est passé à 30%, puis à 50%. Les appels de marge qu'il ne pouvait pas honorer l'ont contraint à liquider ses avoirs personnels à perte catastrophique. Des rumeurs ont commencé à circuler à Wall Street selon lesquelles Julian Davenport était un fraudeur, que ses évaluations n'étaient que de la poudre aux yeux. Les analystes amicaux qui avaient autrefois chanté ses louanges ont alors publié des notes de panique pour sauver leur propre crédibilité. Sa vie sociale s'est évaporée du jour au lendemain. Les invitations au vernissage et aux dîners de charité ont cessé d'arriver. Les amis qui lui tapaient autrefois dans le dos et riaient à ses blagues traversaient désormais la rue pour l'éviter. Il a vu dans le New York Post une photo de Tiffany Monroe au bras d'un gestionnaire de fonds spéculatifs grisonnant, riant sur un yacht à Saint-Barthélemy. La légende disait « Elle est montée en grade ». Lui était un paria. Le coup de grâce est venu lors d'une réunion d'urgence désespérée avec son conseil d'administration. Il a essayé de projeter une image de confiance en racontant une histoire sur un marché hostile et un ralentissement temporaire, mais ils savaient tous, ils avaient vu les signes avant-coureurs. Au milieu de sa présentation, son assistante personnelle est entrée dans la pièce, le visage pâle, et lui a tendu une tablette. Sur l'écran, il y avait une courte vidéo de 30 secondes. Elle était filmée depuis le coin de l'habitacle d'une voiture, mais les sujets étaient indubitables. C'était lui et Isabella. Le son était horriblement clair. « Sors de ma voiture !» Sa propre voix, froide et cruelle, remplissait la salle de réunion silencieuse. Il se regardait pousser sa femme enceinte sous la pluie battante. La vidéo se termina. Son téléphone vibra. C'était un SMS provenant d'un numéro inconnu. Voici la partie découverte de la procédure. La version complète de 45 minutes est assez convaincante. À vous de jouer, ici. Il leva les yeux vers les visages des membres du conseil d'administration. Il le regardait, non pas avec sympathie, mais avec un dégoût pur et simple. Son président, un homme qui avait été son mentor, se leva lentement, retira ses lunettes et les posa sur la table. « Julian, dit-il d'une voix grave et définitive, vous êtes fini. » Cet après-midi-là, Julian était assis dans le bureau minimaliste et austère d'Elena Croft. Il était devenu un autre homme. Son arrogance avait disparu, remplacée par un désespoir au regard vide. Son costume sur mesure semblait trop grand pour lui. Elena fit glisser un document sur la table polie. « Les conditions sont simples, Monsieur Davenport. Vous renoncez à toute prétention sur les biens de Madame Ross, tant actuels que futurs. Vous renoncez définitivement et irrévocablement à tous vos droits parentaux sur l'enfant. Vous acceptez une ordonnance stricte de non-communication et de non-dénigrement. En échange, la vidéo et les conclusions complètes de notre équipe d'experts comptables judiciaires concernant vos pratiques commerciales créatives ne seront pas rendues publiques. Il ne vous restera que ce que vous pourrez récupérer des cendres. » Julian fixa le document, les mains tremblantes. Il avait tout perdu. Son entreprise, sa fortune, sa réputation, tout cela à cause d'un seul acte monstrueux de cruauté. Tout cela parce qu'il avait sous-estimé la femme discrète qu'il avait épousée et l'homme silencieux qui conduisait sa voiture. « Qui est-il? » murmura Julian. « Le chauffeur. Qui est-il? » Eleanor Croft s'autorisa un petit sourire froid. C'est un homme qui tient ses promesses. D'une main tremblante, Julian Davenport prit le stylo. Il renonça à sa femme. Il renonça à son fils. Il renonça à sa vie telle qu'il la connaissait. Lorsqu'il eut terminé sa signature, il s'effondra enfin,
enfouissant son visage dans ses mains et laissant échapper les sanglots secs et déchirants d'un homme qui n'avait plus rien. De l'autre côté de la ville, Isabella se tenait dans une pièce vide et ensoleillée. C'était le dernier étage d'un immeuble du quartier des affaires, avec d'immenses fenêtres industrielles donnant sur le Hudson. L'espace était vaste et vide, une toile vierge. Arthur se tenait à côté d'elle, un plan déployé dans ses mains. La Rossi Gallery, dit-il, la voix pleine de fierté. Un espace dédié à la découverte et à la promotion de nouveaux artistes, un héritage pour votre père, un avenir pour vous et votre fils. Isabella posa une main sur son ventre. Le bébé donnait de petits coups de pied, paisiblement. Elle regarda le fleuve, l'étendue infinie d'eau et de ciel. La douleur de la trahison de Julian était toujours là, une douleur sourde dans son cœur. Mais elle était éclipsée par un nouveau sentiment puissant, l'espoir. Elle n'était pas seulement une survivante, elle était une créatrice, une bâtisseuse. Elle était la fille de son père. Et elle était enfin libre, 2 mois après la signature des derniers documents, dans une chambre privée tranquille de l'hôpital Lenox Hill, avec une vue panoramique sur la ville qu'elle s'appropriait à nouveau. Isabella Rossi tint son fils dans ses bras pour la première fois. Le monde, qui avait si longtemps été un tourbillon chaotique de peur et d'incertitude, se réduisait à un seul point parfait, le petit visage ridé blotti dans le creux de son bras. Il était magnifique. Il était en bonne santé. Et il était à elle. Alors que sa petite main s'enroulait instinctivement autour de son doigt, une vague d'amour si intense et si primitive l'envahit qu'elle eut l'impression que son âme se réorganisait, guérissant les fragments de son cœur brisé et les recollant pour les rendre plus forts qu'auparavant. Arthur se tenait près de la fenêtre, lui laissant de l'espace. Il avait été présent tout au long de cette épreuve, un pilier de soutien silencieux et inébranlable dans la salle d'attente. Son autorité habituelle avait laissé place à l'inquiétude d'un futur grand-père. Lorsque l'infirmière avait enfin prononcé son nom, le soulagement sur son visage était une image qu'Isabella n'oublierait jamais. « As-tu choisi un prénom ?» demanda-t-il doucement, la voix chargée d'émotion. Isabella baissa les yeux vers son fils, dont les mèches de cheveux brunes ressemblaient tant aux siennes, et un sentiment de profonde clarté l'envahit. Le nom Davenport ne toucherait jamais son enfant. C'était une marque associée à la cruauté, à la fragilité et à l'échec. Son fils méritait un nom fondé sur l'amour, la force et l'intégrité. « Il s'appelle Michael Rossi Sterling », annonça-t-elle d'une voix claire et ferme. « Michael, parce qu'il sera fort et gentil. Rossi, en hommage à son grand-père qui l'aurait adoré, cet homme brillant dont nous perpétuerons l'héritage de passion. Et Sterling », elle leva les yeux vers Arthur, les yeux brillants de larmes contenues. « En hommage à l'homme qui a tenu sa promesse, le gardien qui nous a sauvés tous les deux. » Arthur Sterling, le titan milliardaire capable de faire trembler les marchés d'un simple coup de fil, se contenta d'acquiescer, incapable de parler, tout en essuyant une larme. À ce moment-là, il n'était pas un capitaine d'industrie. Il était simplement un parrain, accueillant la prochaine génération d'une famille qu'il avait juré de protéger. Les mois suivants s'écoulèrent dans un rythme d'une normalité à couper le souffle. Le penthouse stérile, semblable à une galerie d'art, avec son silence oppressant, n'était plus qu'un lointain cauchemar. La vie dans la maison en grès brun du parc Grammar était chaleureuse, vivante et remplie des doux sons d'un nouveau-né. Les matins n'étaient plus dictés par la crainte des humeurs de Julian, mais par les doux coups de Michael dans son berceau, l'odeur du café préparé par Madame Gabre et la façon dont la lumière du matin filtrait à travers les vieilles fenêtres de la bibliothèque, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air comme de minuscules lutins dorés. Isabella lisait à haute voix des textes d'histoire de l'art à son fils, ses grands yeux curieux la suivant tandis qu'elle parlait de la lumière de Caravaggio et du marbre de Bernini. C'était une vie imprégnée des passions authentiques que son père lui avait inculquées, à 1000 lieues de la quête creuse du statut social qui avait défini son mariage. Les derniers vestiges de son ancienne vie furent abandonnés avec une finalité tranquille. Le divorce fut sans cérémonie, une simple note de bas de page juridique à une histoire dont la fin était déjà écrite. Quant à Julian Davenport, sa chute fut aussi rapide que totale. Isabella vit un jour un petit article enfoui au fin fond de la section affaires. La société Davenport Properties avait été entièrement dissoute, ses actifs vendus aux enchères pour rembourser une montagne de dettes.
L'article mentionnait que M. Davenport avait déménagé pour se consacrer à des intérêts privés dans le Midwest. Isabella ne ressentit pas la moindre satisfaction, seulement une profonde pitié pour un homme si vide que, une fois dépouillé de sa richesse et de son image, il ne restait plus rien. Il était devenu un fantôme, une anecdote sans aucun rapport avec le monde dynamique et florissant qu'elle était en train de construire. Ce monde fut inauguré lors d'une fraîche soirée d'automne. La Rossi Gallery était un triomphe. Située dans un entrepôt magnifiquement rénové dans le quartier de Meatpacking, elle était toute en briques apparentes, sol en béton poli et plafond vertigineux. La toile de fond parfaite pour l'art audacieux et électrisant qu'elle avait sélectionné. La soirée d'inauguration n'était pas le froid événement mondain que Julien aurait orchestré. C'était une fête. L'atmosphère était chargée d'une excitation authentique, non pas due à des milliardaires rivalisant pour attirer l'attention, mais à une foule hétéroclite de passionnés, de collectionneurs chevronnés, d'étudiants en art de l'Université de New York aux yeux écarquillés, de critiques de grandes magazines et de jeunes artistes nerveux qu'Isabella accueillait avec des embrassades et des mots d'encouragement. Sabelia se déplaçait dans la salle avec une grâce et une assurance naturelle qui faisaient tourner les têtes. Vêtue d'une robe simple et élégante de couleur vert émeraude, elle n'était plus l'accessoire au bras d'un homme puissant. Elle était la force centrale de la pièce. Elle parlait avec autorité de l'utilisation innovante de l'empattement par un jeune peintre, débattait de l'influence de l'expressionnisme allemand avec un critique chevronné et guidait doucement un nouveau collectionneur vers une sculpture qui lui plaisait. C'était son élément. Elle ne se contentait pas de vendre des œuvres d'art. Elle partageait leur histoire, mettait en relation les artistes et le public, et créait une communauté. Dans un coin plus calme de la galerie, Arthur se tenait debout, Michael dormant paisiblement dans un porte-bébé attaché à sa poitrine. Il était l'image même du bonheur, recevant les compliments destinés à Isabella et les redirigeant avec un sourire fier de grand-père. Tout cela, c'est grâce à Isabella, disait-il. Elle a l'œil de son père. Elle est absolument brillante. Plus tard, après le départ du dernier invité et du personnel, Isabella se tenait avec Arthur dans l'immense galerie silencieuse. Les œuvres d'art accrochées au mur semblaient vibrer d'une énergie latente dans le calme. Le petit Michael dormait maintenant dans sa poussette. Ton père. Arthur commença à parler, sa voix résonnant légèrement dans le vaste espace. Il se serait tenu là. Il aurait pointé du doigt une grande toile abstraite éclatante de couleurs et aurait parlé pendant 1 heure du courage de l'artiste. Il n'avait jamais cru que l'art servait à décorer les murs. Il croyait qu'il servait à engager la conversation, à interpeller l'âme. Isabella s'approcha du tableau et toucha doucement le bord du cadre. Il me disait souvent que chaque tableau est une fenêtre sur le monde d'une autre personne. Ce soir, j'ai l'impression d'avoir ouvert une centaine de fenêtres. Elle se retourna vers Arthur, le cœur débordant d'une gratitude si immense qu'il était difficile de la mettre en mots. Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. Tu m'as rendu ma vie, Arthur. Il secoua la tête, un sourire chaleureux sur les lèvres. Non, Isabella, je n'ai fait qu'ouvrir une porte. Tu as eu le courage de la franchir et de construire tout cela toi-même. Je n'ai fait que tenir une promesse. Il regarda autour de lui, dans cet espace magnifique où son nom, Isabella Rossi, était inscrit en lettres élégantes sur le mur. Tu as construit quelque chose qui durera, un héritage. La tempête est passée, ma chère. Isabella regarda son fils, qui dormait paisiblement au milieu de la beauté qu'elle avait créée, puis l'homme gentil et stable qui avait été son ange gardien. La tempête était bel et bien terminée. C'était un ouragan qui avait détruit son ancienne vie, mais dans son sillage, le sol était plus fertile que jamais. Et ici, dans ce nouveau monde qu'elle avait construit avec amour, passion et résilience, elle plantait enfin son propre jardin. Elle était enfin vraiment chez elle. L'histoire d'Isabella nous rappelle avec force que notre véritable valeur n'est jamais définie par ceux qui tentent de nous rabaisser. C'est une histoire qui met en lumière les forces cachées de gardiens silencieux et l'incroyable résilience de l'esprit humain. Elle a été rejetée et laissée seule dans une tempête. Mais elle a découvert que cette tempête n'avait pas pour but de la briser, mais de lui ouvrir la voie vers sa véritable destinée. Son parcours, de la cage dorée de la peur à une galerie remplie de lumière et de passion, prouve que nos atouts les plus puissants ne sont pas l'argent ou le statut social, mais le courage, l'intégrité et l'amour de ceux qui nous voient vraiment. Si le parcours de Bella, du chagrin au triomphe, vous a inspiré,
N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Quelle partie de son histoire vous a le plus touché? Votre engagement nous aide à mettre en lumière d'autres histoires comme celle-ci. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous croyez aux secondes chances et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler sa propre force. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire de justice, de résilience et de transformation incroyable. Merci de votre attention.